Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France 24. C'est l'heure de votre journal de l'Afrique et à la une de l'actualité, la reddition de combattants de Boko Haram au Niger. 26 hommes et 3 femmes qui ont choisi de déposer les armes. Ils se sont livrés aux autorités de Difa dans le sud du pays. Mohamed Bazoum, le ministre de l'Intérieur du Niger, est notre invité. La délicate mission de Abdel Belkiran à Nouakchott, le Premier ministre marocain a remis un message de fraternité au président mauritanien, furieux après les propos d'un responsable politique marocain qui avait déclaré samedi que la Mauritanie était une terre marocaine. Lamine Salem est notre invité dans ce journal. Et puis on vous emmènera à Madagascar découvrir les plantations de cacao bio. Les fèves qui y sont produites sont à l'origine des meilleurs chocolats au monde. Reportage à suivre dans cette édition. D'abord, cette annonce faite à Niamey, une trentaine de combattants de Boko Haram ont déposé les armes hier. Au total, 26 hommes et 3 femmes de nationalité nigérienne, de jeunes militants enrôlés il y a quelques années et qui ont décidé de se livrer aux autorités à Difa. C'est une ville proche du Nigeria. Mohamed Bazoum, bonsoir. Vous êtes le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité au Niger. Vous êtes en direct depuis Difa. Merci à vous d'avoir accepté l'invitation de France 24. Je vous propose d'abord, Monsieur le ministre, d'écouter la réaction, le témoignage d'un ancien de ces combattants, de ces repentis, puis on reviendra vers vous juste après. J'étais avec la secte Boko Haram. J'ai donc décidé de quitter et de me rendre. J'ai réalisé que ce n'est pas bien du tout ce qu'ils font. Il y en a qui se sont rendus avant nous et nous avons appris qu'ils sont libres et n'ont pas du tout été inquiétés. C'est pourquoi notre groupe a décidé de se rendre. Nous implorons donc le pardon de tous, et particulièrement de l'État. Nous souhaitons notre réinsertion dans la vie active pour participer au développement de notre pays. Voilà pour ce témoignage. Je le disais donc, nous avons en direct et par téléphone depuis Difa le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité du Niger, Mohamed Bazoum. Vous venez donc d'écouter cette réaction. Vous vous trouvez vous-même à Difa. Vous vous êtes entretenu, on l'imagine, avec ces hommes et ces femmes. Comment explique-t-il cette reddition ? Il explique par les difficultés auxquelles ils sont confrontés ces derniers temps. Ils nous disent qu'ils ont des difficultés pour se nourrir, ils ont des difficultés pour avoir des abris qui conviennent à cette saison, qui est une saison où il fait plutôt froid. Et ils disent qu'ils ne voient pas d'issue à ce qu'ils sont en train de faire et ils ont préféré par conséquent se rendre aux autorités et espérer que la vie soit meilleure pour eux. Est-ce qu'ils seront jugés ou sanctionnés pour avoir justement adhéré et avoir été membres de cette secte qui est Boko Haram ? Non, le concept de la dynamique que nous voulons mettre en œuvre n'est pas compatible avec une perspective de jugement. Nous leur demandons de rendre leurs armes, de se livrer aux autorités. Nous les prenons en charge. Nous avons un camp ici à Difa où nous allons les entretenir, nous allons les ficher, bien sûr, leur demander tous les renseignements qui nous paraissent nécessaires. Et puis après, plus tard, nous les acheminerons vers un autre camp où nous allons essayer de leur apprendre un certain nombre de métiers. Et puis, évidemment, nous allons les prendre en charge sur le plan psychologique également, essayer de leur enseigner l'islam tel qu'ils auraient dû le comprendre plutôt que ce à quoi ils se sont livrés, après quoi et à terme envisager leur réinsertion sociale. Alors, on l'aura bien compris pour la prise en charge de ces repentis, mais Monsieur le ministre, est-ce que l'éventualité d'une sorte de mission ou peut-être d'une infiltration est envisagée ? Nous avons un plan de campagne en direction de tous ceux qui ne sont pas encore venus et qui ne l'ont pas décidé. Nous considérons que nous avons un bon rapport de force. C'est certainement les plus faibles pour le moment qui sont arrivés, mais nous avons à cœur de nous attaquer au cœur de l'organisation elle-même, même les plus combattants, même ceux qui ont de plus grandes responsabilités, très certainement viendront. Nous avons lancé la campagne aujourd'hui, nous avons engagé toutes les populations, les parents de ces enfants, nous avons dit d'aller faire en sorte que ces enfants reviennent et nous avons bon espoir qu'il en sera ainsi les prochains jours.
Merci beaucoup, Mohamed Bazoum. Je rappelle que vous êtes le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité du Niger. Merci d'avoir accepté de réagir sur France 24. Le président Kabila est-il en train de lâcher du lest alors que les négociations entre opposants et représentants du pouvoir doivent reprendre demain? 19 militants du mouvement citoyen Lucha ont été remis en liberté. Ils avaient été arrêtés alors qu'ils manifestaient contre le maintien au pouvoir du président, dont, je vous le rappelle, le second mandat s'est officiellement achevé le 19 décembre dernier. L'opposition voit dans cette initiative un appel du pied de Joseph Kabila pour la signature d'un accord avant la fin de l'année. Opération déminage à Nouakchott. Une délégation marocaine menée par le Premier ministre Abdelila Benkiran a été dépêchée sur place. Leur mission, dissiper tout malentendu après les propos tenus il y a quelques jours par un responsable politique américain. Il avait déclaré que la Mauritanie était une terre marocaine. Je me tourne vers vous, Lamine Salem, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, vous êtes d'origine mauritanienne. Merci d'avoir accepté l'invitation de France 24. Alors, le Royaume ne ménage pas ses efforts pour tenter de désamorcer cette crise. Le roi Mohamed VI a appelé le président, il s'est entretenu avec lui pour lui rappeler une nouvelle fois son amitié. Est-ce selon vous suffisant pour tenter de rattraper le coup, si je puis me permettre? Suffisant, je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que ça vient à point nommé. Et d'ailleurs aussi la visite effectuée aujourd'hui par le Premier ministre marocain Abdelila Benkiran à Zouarate, dans le nord de la Mauritanie, où il a été reçu par le président mauritanien, même si d'après les échos parus dans la presse mauritanienne, la visite n'a pas été, a été très courte. Il est vrai que ce coup de fil du roi du Maroc au président mauritanien, mais aussi la réaction, le communiqué du ministère des Affaires étrangères du Maroc prenant ses distances avec les déclarations du patron du parti de l'Istiqlal, d'ailleurs qualifiant ses propos d'irresponsables et dangereux. Je pense que tout cela, bien sûr, est susceptible d'aider à éviter que persiste une tension entre les deux pays. D'éviter cette crise diplomatique redoutée finalement. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que les relations entre la Mauritanie et le Maroc sont des relations en tout cas, les relations contemporaines, c'est-à-dire celles nées après l'indépendance, ont toujours été marquées par des rapports extrêmement fragiles. N'oubliez pas que le Maroc, à la veille de l'indépendance de la Mauritanie en 1960, avait revendiqué ses territoires, tout comme une bonne partie du sud-ouest algérien, mais aussi le nord du Mali. Et plus tard, le Maroc finira par reconnaître l'indépendance de la Mauritanie. Mais l'irruption de la question du Sahara occidental, notamment la guerre à partir de 1975, et en particulier des médias marocains qui accusent Nouakchott ou les autorités en tout cas mauritaniennes de laisser transiter des membres du Polisario. Il est vrai que les propos tenus ces derniers mois par un certain nombre de médias marocains n'allaient pas dans le sens d'un apaisement entre les deux pays. D'autant plus que la Mauritanie, en tout cas depuis ces 25 dernières années, a réussi plus ou moins à maintenir une certaine neutralité qui l'a préservé des effets, notamment des relations entre le Maroc et le Polisario. Cela dit, depuis quelques années, on constate un refroidissement, une sorte de froid entre les relations entre les deux pays. On remarque par exemple qu'il n'y a pas d'ambassadeur de Mauritanie au Maroc et que... il y a un problème de visa aussi. Le problème de visa existe depuis très longtemps. Et je ne pense pas qu'il soit posé seulement du côté marocain. Je pense qu'aussi que les Mauritaniens aussi tiennent à cela, même si c'est une aberration pour les populations des deux pays. Cela dit, donc, certains propos tenus dans certains médias marocains n'allaient pas du tout dans le sens d'un réchauffement des relations entre les deux pays, même si parfois aussi... vu de Nouakchott, une partie de l'opinion pense qu'il s'agit c'est lié au traitement présumé de faveur accordé à un certain nombre de personnalités mauritaniennes qui sont en froid avec les régimes, ce qui ne me paraît pas du tout être très solide comme argument. Mais il faut savoir que le plus important, c'est que perçu à partir de la Mauritanie, les propos de M. Chabat. Je rappelle pour nos téléspectateurs, c'est le secrétaire général du Parti l'Istiqlal. Ces propos sont, parce que, il faut le dire, la vie politique marocaine est perçue à partir de Nouakchott comme étant très liée au palais.
Et donc, beaucoup de Mauritaniens, même si, à mon avis, ils n'ont pas du tout raison, pensent que M. Chabat n'aurait pas pu parler s'il n'avait pas une sorte de feu vert du palais. Ce qui n'est pas, forcément vrai. Merci beaucoup. Merci Lamine Salem. Je rappelle que vous êtes journaliste d'origine mauritanienne. Merci d'avoir accepté l'invitation de France 24. Et puis, un sujet un petit peu plus léger, fête de fin d'année oblige. On va parler chocolat, mais plus précisément du cacao fin de Madagascar. Une fois transformé en chocolat raffiné, le produit fini est vendu une petite fortune par les grandes enseignes. Sauf que les producteurs, eux, ne touchent que quelques centimes d'euros par kilo vendu. Ces cabosses de cacao sont à l'origine de certains des meilleurs chocolats au monde. Nous sommes à Ambans, au nord de Madagascar, dans des plantations estampillées bio et équitables. Ici, les cacaoyers appartiennent aux meilleures espèces, notamment le criollo, qui donne un cacao raffiné. Il pousse sans engrais chimiques, la saison sèche les préserve des moisissures et l'insularité des maladies. Sur son hectare, Cyril cultive aussi du café et de la vanille, mais c'est le cacao qui lui permet de nourrir sa famille. Cacao plus rentable plus que la vanille parce que le cacao ça pousse toute l'année. Mais la viande, si elle ne veut pas cacao, c'est difficile. Après la récolte, les petits planteurs extraient les fèves fraîches. Ils les vendent à de grandes compagnies via des coopératives locales qui s'occupent de la fermentation et du séchage des fèves. Cette semaine, Cyril a touché 70 centimes d'euros par kilo de fèves brutes, alors que le chocolat fin issu de ces fèves peut valoir jusqu'à 50 euros le kilo en Europe. Nous sommes toujours exploités par les Blancs. Oui. Et nous sommes conscients de notre sort aussi. Et en plus, normalement, le prix que tous les collecteurs qui prennent maintenant, ce n'est pas la vérité de prix. Le prix doit être triplé. C'est ça le vrai prix. La majorité des habitants de la région travaillent pour les petits propriétaires comme Cyril ou dans les grandes plantations. Le cacao fin les fait vivre, mais pas s'enrichir. La valeur est ajoutée en Europe car les planteurs n'ont pas les moyens de se lancer dans la fabrication du chocolat. Même les grands producteurs comme Mava exportent l'essentiel de leur récolte aux conditions dictées par le marché. Le cacao fin n'échappe pas à la pression exercée par les grands groupes sur le marché global du cacao. La grande partie du chocolat, il est produit avec un cacao, pas des cacaos fins. Et les sociétés qui commercialisent la plus grande partie de ce cacao-là, c'est des grandes sociétés, Lindt, Kraft, Suchard, Mars, pour faire de la barre chocolatée. Et ça, c'est des sociétés qui essayent souvent d'abaisser les prix du cacao, qui eux sont déterminés par la bourse. Une petite partie de la production de Mava est transformée dans le pays par la chocolaterie Robert, qui exporte des plaquettes et en vend aussi sur place. Mais avec 90% de la population sous le seuil de pauvreté, rares sont les Malgaches qui peuvent déguster le chocolat produit sur leur île. Voilà, c'est la fin de votre journal de l'Afrique. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous restez sur France 24 puisque Paris Direct reprend tout de suite.